Bonjour, je m'appelle Alexis Callard, j'ai 26 ans et je suis diplômé aide-soignant depuis juillet 2023. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS. Avant de rentrer en formation aide-soignant, j'ai passé un bac STMG, c'est Sciences techniques du management et de la gestion, spécialité comptabilité, ça c'était en 2014. Et après j'ai poursuivi logiquement finalement vers une année de BTS en comptabilité. Ça ne m'a pas plu en fait, je ne voyais pas l'intérêt, être derrière un ordinateur toute la journée. Je ne voyais pas le sens que ça allait amener à ma vie. Donc j'ai décidé de me réorienter vers un BTS économie sociale familiale. C'est quelque chose dont j'avais jamais entendu parler, que je découvrais. Il est vrai que je m'attendais à des choses plus concrètes dans ce BTS. Et c'est pour ça que en fait, ça m'a pas plu. J'étais déçu par rapport à ça. Et donc là aussi, j'ai arrêté au bout d'un an. Et après, c'est là où j'ai fait mon service civique à la mairie de Paris pour la direction de la jeunesse et des sports. Ce service civique, il m'a beaucoup apporté. Déjà, c'était une première expérience professionnelle. J'ai pu être au contact de jeunes sur les différents lieux sportifs du 20e arrondissement. Ce qu'il faut savoir à ce moment-là, c'est que c'était la promotion des Jeux Olympiques de Paris 2024 aussi. Donc j'ai pu participer à la création d'événements, j'ai pu encadrer des événements aussi. Donc ça m'a apporté une première expérience, un peu plus de maturité et déjà un premier contact vers les autres finalement, que je n'avais pas encore eu. J'avais eu au sein de l'école, mais c'était pas aussi poussé que là en fait. Après ce service civique, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pris une année sabbatique déjà, car je ne savais pas du tout où aller. C'est là où j'ai fait la formation en relations clients, spécialisée plus aéroport. Donc j'ai d'abord voulu être agent d'escale. J'ai fait en tout 1 an et demi de formation pour y arriver. J'ai fait un mois de stage qui s'est pas bien passé du tout dans ce milieu-là, mais en même temps qui m'a fait comprendre qu'il fallait que je reste à l'aéroport parce que c'était un environnement que j'aimais bien. Comme je l'ai dit, le fait d'accompagner les personnes pour leur voyage, d'être cette première personne, de ce premier contact à l'aéroport, ça me plaisait bien, ouais, clairement. Les rassurer, des choses comme ça, toujours en fait dans le même but, d'être tourné vers l'autre. Donc j'ai voulu continuer à l'aéroport, mais en faisant un autre métier, agent d'accompagnement pour personnes à mobilité réduite. J'avais une pré-embauche, on va dire, et il y a eu le Covid à ce moment-là qui est arrivé. Donc il n'y avait plus d'embauche disponible. Et j'ai attendu 6 mois qu'on me recontacte pour voir s'il y avait des possibilités. Clairement, on m'a fait comprendre que c'était pas possible dans l'immédiat. Donc il a fallu que je me réoriente. J'ai ma sœur qui est étudiante en médecine, qui m'a parlé du paramédical et du métier d'aide-soignant. Je me suis penché sur le métier. J'ai d'abord fait une préparation avec la Croix-Rouge pour être sûr que le métier pouvait me convenir. C'était une préparation au concours d'entrée en école d'aide-soignant. J'ai fait un stage qui s'est bien passé dans un SSR, donc soins de suite et de réadaptation. Et donc j'ai voulu faire ce métier d'aide-soignant, donc j'ai postulé à plusieurs écoles. Et j'avais été reçu à 4 écoles différentes. Et mon choix s'est vite porté sur l'IFSI Théodore Simon pour faire mon année de diplôme d'aide-soignant. Après m'être renseigné sur cette formation, ce qui m'a donné envie d'exercer cette profession, c'est clairement le fait d'être en contact avec des patients et le fait de pouvoir travailler aussi dans différents milieux, que ce soit des EHPAD, différents services de l'hôpital, oncologie, orthopédie, des choses comme ça. Toujours dans l'idée vraiment d'être au contact, de pouvoir donner un sens à mon métier. Par donner un sens à mon métier, j'entends pouvoir exercer en bienveillance, être à l'écoute et être disponible pour les patients. Il y a certains patients, vous verrez, qui vont vous appeler, qui vont sonner, car ils ont des sonnets dans leur chambre, qui vont être très demandeurs. Il faut garder sa patience avec eux. S'ils sont très demandeurs, c'est qu'ils ont une certaine forme de stress. Forcément, s'ils sont là, c'est qu'ils sont malades, qu'ils ont besoin de votre aide. C'est ça qui m'a plu, en fait, me rendre utile. C'est toujours ce que j'ai recherché dans un métier, et je l'ai trouvé en étant aide-soignant. La formation d'aide-soignant, elle se déroule avec une partie théorique et une partie pratique.
La partie théorique, c'est 22 semaines de cours, durant lesquelles on va devoir valider 10 modules que l'on va passer tout au long de l'année. Il n'y a pas forcément d'ordre logique, on va dire. C'est pas on valide module 1, après module 2, après module 3, non. Nous, on avait validé d'abord le module 5. En l'occurrence, c'était le premier module qu'on avait passé. Donc il y a les 22 semaines pratiques, donc c'est 22 semaines de stage, 3 stages de 5 semaines et 1 de 7 semaines, le dernier stage de cette semaine, qui est censé être un stage de professionnalisation. C'est là où on veut potentiellement travailler. Et donc durant ces stages, on doit valider 11 compétences. Il y a une moyenne qui est faite à la fin de l'année. Si par exemple il y a un stage où on n'a pas validé telle compétence, c'est pas grave si on l'a validé à un autre stage en fait. Voilà comment se passe la formation. C'est très rythmé. La conception du métier d'aide-soignante, elle a évolué ces dernières années. Il y a eu un nouveau référentiel qui est sorti en 2021 qui rehausse les compétences des aides-soignants et qui fait des aides-soignants vraiment le bras droit de l'infirmière, qui ont un rôle aussi d'analyse et d'observation sur le terrain par rapport à des signes cliniques ou à des pathologies quand ils seront confrontés aux patients, et pas forcément que du soin d'hygiène et du soin de confort. Et c'est ce rôle-là qu'on demande à l'aide-soignant. C'est un aide-soignant sur qui on peut s'appuyer, quelqu'un de confiance et qui fera la différence sur le terrain. Et c'est comme ça que nous, on les forme en fait. On les forme à être vraiment performants dans tous les domaines, que ce soit la communication ou l'analyse, parce qu'ils font du raisonnement clinique aussi, au même titre que les infirmiers, mais dans leur champ de compétences. Donc vraiment, l'aide-soignant, en ce sens, pour nous, ça a vraiment évolué. La formation, elle va dans ce sens-là. Nous, on les pousse à toujours se questionner et à faire les liens pour bien prendre en soin le patient, quoi. Au niveau de la formation théorique, il y a 5 blocs de compétences et 10 modules à valider. Donc le bloc de compétences 1, c'est le module 1 et 2. Le bloc de compétences 2, c'est le module 3, 4, 5. Bloc de compétences 3, c'est le module 6 et 7. Bloc de compétences 4, c'est le module 8. Et le bloc de compétences 5, c'est le module 9 et 10. C'est fait en sorte que les modules, à chaque fois, aient des liens entre eux. Donc, module 1 et 2, c'est l'état clinique de la personne, les besoins fondamentaux. Donc, vous allez beaucoup travailler avec les 14 besoins de Virginie Anderson. Module 3-4, c'est tout ce qui est pathologie, comment on soigne telle maladie par exemple, les différents traitements, des choses comme ça. Le module 5, c'est l'ergonomie, comment bien se placer pour pas se faire des troubles musculo-squelettiques notamment. Module 6-7, c'est la communication, et là on aborde la communication de manière générale, mais aussi par exemple en fin de vie, quand les personnes en face de nous sont en fin de vie, quand les familles font face à un deuil. On ne va pas forcément parler de la même façon à un patient qui va certainement guérir, à une personne qui va être en fin de vie. Donc c'est une partie très intéressante. Le module 8, c'est l'hygiène. L'hygiène, c'est très important dans notre métier. Bien se laver les mains, faire attention à nos gestes, porter des gants au bon moment quand on apporte des soins aux personnes. Ça peut paraître anodin et un peu inintéressant comme ça, mais en réalité, ça fait partie intégrante de notre métier pour éviter la propagation des bactéries. Module 9-10, c'est travailler en équipe pluriprofessionnelle. S'intégrer dans une équipe déjà en place, assurer les transmissions écrites et orales, tout ce qui est en lien avec le patient qu'on va faire sur l'ordinateur et à l'oral avec les autres équipes. Et voilà. La formation, de manière globale, je l'ai trouvée assez simple. En revanche, le premier mois, je l'ai trouvé très compliqué, car on engrange beaucoup d'informations. Forcément, on n'a pas encore vu le terrain concrètement, donc on se demande comment on va l'appliquer sur le terrain, comment faire. Honnêtement, j'ai passé un premier mois très, très compliqué. Je me demandais si j'allais pas arrêter, pour être honnête. Les formateurs s'en souviendront d'ailleurs. Mais dans la globalité, les 11 mois sont passés très vite et franchement, j'ai trouvé ça assez facile, car aussi on a été très bien accompagné tout au long de la formation, il faut le dire. L'avantage de cette formation d'aide-soignant, c'est qu'on va être en alternance entre partie théorique, donc en cours, et partie pratique en stage. C'est-à-dire que ça permet de faire plus de liens sur ce qu'on apprend en cours et ce qu'on va apprendre sur les lieux de stage. Par exemple, quand vous allez aborder le module 3-4, donc c'est les pathologies, et sur le terrain, vous aurez déjà vu des pathologies et vous aurez déjà vu comment ça se passe la prise en charge. Donc ça sera plus simple pour vous d'aborder cette partie-là. Et c'est vraiment ça que j'ai trouvé très intéressant,
c'est qu'on n'enchaîne pas toute la partie théorique et après toute la partie pratique. C'est vraiment en alternance, c'est vraiment très équilibré et globalement ça nous permet de nous projeter aussi dans le métier. On leur explique que c'est une filière qui est courte, c'est aussi très intense et très rapproché. Ils ont 4 stages et sur cette alternance de cours et de stages, au final, le temps va passer très vite. Et ce qu'on veut, c'est leur insuffler les valeurs de soignants que nous on a et qu'on a toujours et parce qu'on a travaillé sur le terrain. Et c'est aussi ça qu'on veut, le savoir-être, pas que le savoir, c'est aussi une posture en tant que soignant qu'on a envie qu'ils adoptent sur le terrain. On essaye en tout cas de les sensibiliser à ça, aux patients, au regard qu'ils peuvent avoir sur le patient ou sur le résident. Et on leur dit que ça va être de toute façon très, très intense, donc qu'ils s'attendent quand même à avoir un rythme soutenu. C'est une formation globalement qui est très complète, mais qui demande beaucoup d'investissement personnel, du temps de travail à la maison, et que s'ils ne sont pas prêts à donner ça, ça va être compliqué de réussir la formation, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'IFAS Théodore Simon, en début d'année, on nous met à disposition le pack Office. Donc ça regroupe Excel, Word. Ça peut être très utile pour prendre en note les cours déjà, pour se faire des fiches de révision. Et on a aussi la plateforme Theia, où là, tous les cours qu'on a vus sont mis en ligne. Donc s'il y a quelque chose qu'on n'a pas pu suivre, on peut rattraper. Parce qu'il y a des cours, des fois, on les trouve peut-être un peu plus longs que d'autres, on a plus de mal à suivre. Et donc pour les rattraper, on a la plateforme Theia. Et on a aussi nos formateurs qui font des tutos, qui sont très bien faits, qui m'ont beaucoup servi au début de la formation. Des tutos sur la toilette complète au lit, sur le lavage des mains, des choses dont on va avoir besoin dans notre métier au quotidien. J'ai vraiment trouvé ça super, je m'en suis servi tout au long de l'année. C'est l'un des éléments qui m'a permis de réussir ma formation, clairement. J'ai trouvé ces outils numériques très faciles à utiliser. Certains peuvent avoir des difficultés et c'est là l'importance d'un groupe, c'est qu'on peut s'aider entre nous. On était une 50aine dans le groupe, donc forcément si certains avaient des difficultés, ceux qui avaient plus de facilité, aider les autres. Mais après, ça devient très naturel de les utiliser finalement. Concernant l'ambiance dans le groupe, je l'ai trouvée très bonne en règle générale. On a su créer l'envie chez chacun d'amener les autres au bout. Bien sûr, de s'amener soit au bout, c'est le but de réussir la formation, mais en s'aidant, en créant des groupes de révision. Alors bien sûr, tout n'est pas rose. Dans un groupe à 50, c'est pas possible. On a réussi à minimiser les tensions pour vraiment avancer dans un objectif commun, tous réussir notre formation. Et au final, on a quand même obtenu un taux de réussite de 97% à la fin, ce qui est énorme quand on sait que l'année d'avant c'était 80%. Donc vraiment très content de l'ambiance. Moi qui suis pas quelqu'un qui va facilement vers l'autre finalement, qui suis pas très sociable en dehors de ma vie professionnelle, j'ai réussi très rapidement à m'intégrer car on sent que tout le monde avait envie d'avancer dans le même objectif encore une fois. Et c'est pour ça qu'on a réussi. Si je peux dire aujourd'hui qu'il y a une bonne ambiance dans le groupe de manière générale, il y a 2 explications. C'est d'une part la personnalité des gens qui ont fait ce groupe, des personnes, des êtres humains, et aussi grâce à l'équipe pédagogique qui nous a beaucoup encadrés, qui nous a beaucoup accompagnés. Je pense forcément aux 3 formateurs, mais aussi à notre référente pédagogique. Et tout ça, ça a permis qu'on avance tous ensemble, qu'il y ait vraiment une bonne ambiance entre les formateurs et nous-mêmes. Bien sûr, dans la limite, le but n'est pas de faire copain-copain avec les formateurs, mais on sentait qu'ils étaient accessibles. Dès qu'on avait des difficultés, ils étaient là pour nous aider, pour nous parler. Je sais que moi, j'ai eu 2 formatrices qui, comme je l'ai dit, au bout d'un mois, je pensais arrêter la formation, qui m'ont rassuré, qui m'ont accompagné, qui m'ont encouragé. Et ça, clairement, ça fait la différence tout de même, d'avoir des formateurs, des référents pédagogiques pour nous accompagner. Et bien souvent, quand il y a ces problématiques-là, on est souvent confronté à une tumeur au niveau des parathyroïdes ou de la thyroïde. D'accord ? Donc, l'hypercalcémie due à un dysfonctionnement de l'hyperthyroïdie peut provoquer ce qu'on appelle une néphrocalcinose. Donc, je vous rappelle que néphro, ça vient de d'accord, calcium, donc un problème au niveau
de l'entrée de calcium, d'accord? Et en même temps... Avec du recul, les enseignements théoriques qui m'ont posé le plus de problèmes, c'est le module 3 et 4, car j'ai trouvé que c'était beaucoup de par cœur, beaucoup de cours à apprendre. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime apprendre les choses par cœur. J'ai besoin de réflexion, j'ai besoin de réfléchir. Et là, quand c'est du par cœur, je lâche très vite. Donc j'avoue que j'ai pas trop révisé non plus. J'ai réussi à valider ces modules, mais c'est les 2 modules qui demandent le plus de travail à la maison, je pense. Honnêtement, si c'était à refaire, je pense pas que je l'aborderais différemment, parce que je l'ai vu durant toute ma scolarité que le par cœur, c'était pas du tout ce que j'aimais. J'ai toujours du mal à retenir les choses, donc non, je referais pas les choses différemment. Durant ces 11 mois de formation, on a donc 4 stages, les 3 premiers de 5 semaines, le dernier de 7 semaines, comme je le disais. Globalement, mes stages se sont très bien passés. J'ai eu la chance d'être plutôt bien intégré. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis un homme, mais j'ai toujours été bien accueilli, on m'a toujours super bien encadré, on a été patient avec moi. Le premier stage, je l'ai fait en EHPAD, et c'est un stage que j'appréhendais beaucoup par rapport à toutes les histoires qu'on a vues sur la maltraitance dans les EHPAD. Je dois avouer que j'ai eu affaire à des affaires de maltraitance, on va dire, des cas de maltraitance. Parce que aussi, les EHPAD sont quand même sous tension, il y a un vrai manque de personnel. Donc forcément, le rythme qui est imposé aux équipes soignantes, ça permet pas clairement de prendre le temps avec la personne qu'on a en face de nous. Et ça crée des situations de tension, d'énervement, de maltraitance. C'est le stage que j'ai le plus mal vécu, honnêtement. Mais après, peut-être aussi que c'était parce que j'avais un a priori sur ce stage. Et en plus, bon, ça c'est un détail, j'ai pas eu de chance, j'ai commencé 10 jours après la date normale car j'ai eu le Covid. Donc en fait j'ai dû faire 150 heures en 3 semaines. Et du coup le rythme était soutenu, j'étais un peu à cran, un peu fatigué. Mais sinon l'équipe était top quand même par rapport à mon encadrement. Ce premier stage en EHPAD, il m'a clairement permis de découvrir la réalité du terrain. Ça permet de comprendre aussi pourquoi il y a de la maltraitance. Non pas que j'accepte la maltraitance, mais quand vous avez 12 toilettes à faire à vous seul, avec des patients quand même assez lourds par matin, on peut comprendre que les équipes n'aient pas le temps, concrètement. Donc forcément, il faut aller vite. Et quand on va vite, on brusque les personnes qu'on a en face de nous. En plus, certaines personnes, forcément, elles sont âgées, donc perte de cohérence cognitive. Donc c'était un stage très compliqué par rapport à ça. Maintenant, j'ai pas remis en question le fait d'aller au bout de cette formation par rapport à ce stage, parce que j'étais au courant de ce qui se passait concrètement dans les EHPAD, je m'y attendais, j'étais préparé à ça. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'effectivement, si on n'avait pas eu le vent de toutes ces affaires avant, peut-être que j'aurais été surpris et que je me serais demandé, est-ce que c'est partout comme ça ? Mais est-ce que si c'est ça, je veux faire vraiment ce métier, je veux participer à ça? Je me suis pas posé la question, je me suis laissé en fait voir le deuxième stage, qui était début d'année 2023. Je voulais pas partir négativement à mon deuxième stage en fait. Donc j'ai voulu retirer vraiment que le positif que j'avais vu en EHPAD quand même. Clairement, les équipes soignantes, elles sont dévouées à leurs patients dans les EHPAD, même si c'est dur, elles sont clairement là pour eux, pour les accompagner tout au long de la journée. C'est ça que j'ai préféré retenir plutôt que les haussements de ton, les énervements, les gestes brusques on va dire. Voilà. Deuxième stage, j'ai fait en chirurgie orthopédie. C'est un stage que j'ai beaucoup aimé parce que déjà ça m'a appris un peu à comment accompagner les gens dans leur réadaptation, on va dire. Souvent ils venaient de se faire opérer prothèse de genou, prothèse de hanche. Donc il fallait les éduquer à comment bien se tenir dans le lit, comment bien se mobiliser pour pas qu'il y ait une luxation de la prothèse totale de hanche, car c'est quelque chose de très fréquent et très douloureux. Donc c'était tout un accompagnement éducatif par rapport à ça. Et favoriser le retour autonomie, ça m'a beaucoup plu. Et puis pareil, franchement, l'équipe avec laquelle j'ai tourné, j'avais rien à dire. Enfin, toujours orienté vers le bien-être du patient, même si forcément il y a des moments où le service est sous tension. Donc clairement, c'était un service de 28 lits quand même. Donc c'est pas mal de patients à prendre en charge, pas mal de patients à connaître forcément, connaître leurs habitudes, connaître leurs pathologies, pourquoi ils sont là. Non, c'est un service qui m'a beaucoup appris sur comment accompagner la personne vers le retour à l'autonomie. Le troisième stage, je l'ai fait en soins palliatifs à l'unité Alpha
aux Ormes, donc c'est à Montfermeil. Et c'est le stage qui, de loin, m'a le plus plu. Qui dit soins palliatifs dit accompagnement de fin de vie, accompagnement de confort. Et là, ça a été une révélation pour moi. D'abord, faut que je dise que j'ai souhaité faire ce stage là-bas, car on a eu une intervenante qui est infirmière dans cette unité, qui est venue nous parler des soins palliatifs. Parce que c'est vrai que quand on entend soins palliatifs, forcément, on a tout de suite l'image de personnes qui décèdent. Oui, forcément, il y a des personnes qui décèdent, mais ça peut arriver dans n'importe quel service. Elle nous a parlé de l'accompagnement, vraiment des soins de confort, de respecter les envies du patient. Et c'est ce que j'ai retrouvé sur le terrain. Et j'étais très, très surpris de voir qu'on avait autant de temps pour le patient, pour les familles, pour les écouter, pour les prendre en charge. C'est le service qui m'a le plus convenu en fait par rapport à qui je suis, mon envie d'avoir un côté relationnel vraiment, hein. Parce qu'on pouvait prendre 30-45 minutes par matin pour chaque patient. Vraiment très très agréablement surpris. Et c'est là où je voudrais travailler plus tard. J'en ai fait mon projet professionnel. Maintenant le dernier stage, donc le dernier stage de 7 semaines, stage professionnalisant, on va dire, que j'ai fait en hospitalisation à domicile à Montfermeil. Alors là, forcément, j'ai découvert une autre prise en charge. On se rend chez les malades directement, il y a souvent leurs proches qui sont là. On est plus dans l'intimité de la personne. Et justement, je pense qu'il faut faire attention à ça, parce que très vite, les barrières soignants-soignés, je trouve que de mon côté, elles se sont effondrées. Le côté émotionnel a très vite pris le pas. Et c'est ce côté-là que j'ai envie de travailler aussi. Parce que c'est le seul stage où je me suis laissé bouffer, je vais être un peu vulgaire, par mes émotions. Ce qui fait que j'ai vécu cette semaine où j'étais moins concentré dans les soins et plus concentré sur mes émotions, sur le relationnel, trop sur le relationnel en fait. Si je devais refaire ce stage, je m'y prendrais différemment. J'ai pas fait un bon stage concrètement dans les soins. Ça me laisse quand même des regrets. Et c'est pour ça que peut-être travailler en HAD, c'est une piste aussi pour moi, pour voir si je suis capable justement de corriger ça. Ce qui est sûr, c'est que ces 4 stages ont totalement confirmé mon envie d'exercer ce métier. Côté humain, tellement présent, c'est ce que je recherchais depuis tellement longtemps. C'est devenu comme une évidence au fur et à mesure de l'année. J'ai pris beaucoup confiance en moi. Honnêtement, j'avais peur au début de faire face à un patient, de ne pas savoir comment le prendre en charge. Mais les cours théoriques et la pratique, au fur et à mesure, on prend l'habitude de certaines choses. Ça m'a donné une assurance que je n'ai jamais eue auparavant dans ma vie. Et puis aussi, j'ai découvert que par mon relationnel, je pouvais faire du bien aux personnes. Et ça, j'en avais pas forcément confiance avant, car j'avais pas aussi eu l'occasion de mettre ça en avant. Ce côté tellement humain, tellement empathique, on va dire. Donc très heureux d'avoir fait cette formation, ces 4 stages. Ils ont tellement été différents aussi. C'est ce que je recherchais, de faire 4 stages différents dans leur approche. Je suis très très content. La conception du métier d'aide-soignante, elle a évolué ces dernières années. Il y a eu un nouveau référentiel qui est sorti en 2021 qui rehausse les compétences des aides-soignants et qui fait des aides-soignants vraiment le bras droit de l'infirmière, qui ont un rôle aussi d'analyse et d'observation sur le terrain par rapport à des signes cliniques ou à des pathologies quand ils seront confrontés aux patients, et pas forcément que du soin d'hygiène et du soin de confort. Et c'est ce rôle-là qu'on demande à l'aide-soignant. C'est un aide-soignant sur qui on peut s'appuyer, quelqu'un de confiance et qui fera la différence sur le terrain. Et c'est comme ça que nous, on les forme en fait. On les forme à être vraiment performants dans tous les domaines, que ce soit la communication ou l'analyse, parce qu'ils font du raisonnement clinique aussi, au même titre que les infirmiers, mais dans leur champ de compétences. Donc vraiment, l'aide-soignant, en ce sens, pour nous, ça a vraiment évolué. La formation, elle va dans ce sens-là. Nous, on les pousse à toujours se questionner et à faire les liens pour bien prendre en soin le patient, quoi. J'ai eu l'occasion d'utiliser beaucoup de ressources durant ma formation. On a le centre de documentation déjà. La première chose que j'ai fait, c'est ouvrir un livre sur la psychiatrie. C'était un soignant qui racontait une prise en charge d'un patient en psychiatrie, tout le déroulé. Le centre de documentation, donc il y a beaucoup de livres sur tous les domaines, que ce soit la gériatrie, l'oncologie, la psychiatrie, enfin... Il y a même forcément des livres pour les infirmiers. Si jamais certains veulent faire infirmier après être aide-soignant, peuvent déjà s'intéresser à des choses. Ensuite, il y a les travaux de groupe. Donc, il y a certains modules qu'on a dû valider en groupe.
Forcément, ça contribue à créer une cohésion aussi. Et puis, de nous-mêmes, on a aussi fait des groupes de soutien, de révision. Notre responsable pédagogique aussi nous a fait, pour le module 3 et 4, nous a fait réviser sur ça, car elle-même savait certainement que c'était les 2 modules les plus compliqués, comme je le disais. On a eu plein de ressources durant ces 11 mois. Il y a une chose que j'ai trouvée très intéressante aussi, c'est à chaque fin de stage, on avait une après-midi pour parler de ce qu'on avait vécu en stage. Ça permettait de voir les expériences de chacun, de verbaliser aussi nos difficultés, bien sûr, et les points positifs, parce que forcément il y a des points positifs. Et j'ai trouvé ça très bien de pouvoir verbaliser, de ne pas forcément rester avec certaines choses qu'on avait vécues pour soi, qui pourraient nous affecter. Sincèrement, c'est l'une des meilleures choses de la formation. Ces après-midi de retour de stage, elles sont tellement importantes parce que ça fait du bien de pouvoir verbaliser auprès de formateurs, auprès des autres, pour mettre en commun les expériences. Et comment on peut aborder les choses différemment peut-être, comment on peut faire dans une situation similaire, comment on aurait fait. Donc vraiment top toutes les ressources qu'on a eues cette année. Sur le plan personnel, je dirais que l'ensemble de la formation, ça m'a permis, encore une fois, de prendre confiance en moi, de savoir qui je suis vraiment, car je me suis longtemps cherché. Et humainement, ça m'a permis de faire des rencontres. L'ensemble du groupe a apporté quelque chose dans ma vie. On s'est tous bien entendus. Ça m'a vraiment permis d'aller plus vers l'autre encore, dans ma vie de tous les jours en fait. Car je suis quelqu'un d'assez réservé, de timide à la base, qui va pas forcément vers les autres. Et c'est clairement un changement que j'ai observé chez moi au cours de cette formation. Cette formation, elle m'a fait grandir. J'ai pris beaucoup en maturité, même émotionnellement forcément, comme je l'ai dit au cours des stages, je me suis aperçu de certaines limites qu'il fallait que je mette, certaines barrières quand même. C'est vraiment sur tous les plans une formation que je suis ravi d'avoir fait, d'avoir trouvé ma voie. Le côté humain que j'ai pu faire ressortir, ça m'a aidé à me rendre compte de qui j'étais et à prendre confiance, à prendre en assurance. Si je devais retenir qu'une seule chose de l'ensemble de cette formation, c'est le groupe dans lequel j'ai été. Et par groupe, j'entends aussi bien les étudiants que l'ensemble de l'équipe pédagogique. C'est eux aussi qui ont participé à notre réussite. C'est tous ensemble qu'on a réussi à aller vers l'avant, même si, encore une fois, il y a forcément des moments compliqués, des moments de doute. Vraiment, je retiens l'ensemble du groupe. Maintenant que je suis diplômé, j'exerce en service d'oncologie à l'hôpital de Montfermeil. Je suis en 7 heures de travail par jour. Ça peut varier, soit on travaille du matin de 6h30 à 14h, soit de l'après-midi de 13h30 à 21h. On peut être amené à faire des nuits. Moi, j'en fais pas pour le moment. C'est un service de 18 lits. Et donc là aussi, je trouve qu'on a quand même le temps pour le patient. Forcément, qui dit oncologie dit cancer. C'est pas toujours simple d'avoir des personnes qui sont parfois en phase terminale, on va dire. Car on a aussi des lits étiquetés, comme on appelle, soins palliatifs. Donc c'est les personnes qui n'auront plus de traitement et qu'on va accompagner. Confort, gestion de la douleur, des choses comme ça. Pour l'instant, j'aime beaucoup mon poste. J'ai rapidement pris mes marques, je me suis très bien adapté. Et encore une fois, je vais en revenir toujours à la même chose, mais le côté relationnel avec les patients, ça fait tellement la différence quand vous êtes face à un malade, lui apporter du sourire, de l'écouter. Vous sentez qu'il est content à ce moment-là, que ça lui fait, l'espace de quelques instants, penser à autre chose en fait. J'aime beaucoup ce poste, pour le moment. Maintenant, à long terme, le stage à l'unité alpha, donc en soins palliatifs aux armes, m'a tellement plu que j'en ai fait mon objectif professionnel pour les prochaines années. C'est mon ambition, clairement, d'aller travailler là-bas en tant qu'aide-soignant, car je ne me vois pas faire infirmier, en tout cas dans l'immédiat. Peut-être que ça changera dans les prochaines années. Je trouve que le contact avec les patients en tant qu'aide-soignant, il est tellement différent que celui qu'ont les infirmiers, à ce que je vois. Donc, l'unité alpha dans le futur, j'espère. Ouais. Si je devais donner des conseils tout d'abord pour entrer en école d'aide-soignant, je dirais qu'il faut vraiment montrer qui on est, la personne qu'on est au fond de nous, même si on n'a jamais pu le faire avant. Ça, les formateurs vont le voir. Si vous êtes quelqu'un d'humain, ça se voit. Et encore une fois, ça fait la différence.
Le conseil que j'ai tout au long de la formation, c'est travailler chaque soir un peu en rentrant chez soi. Mais travailler intelligemment, c'est-à-dire tout simplement reprendre ce qu'on n'a pas compris. Inutile de voir ce qu'on a déjà compris, ce qu'on a déjà assimilé, car ça fait perdre du temps pour rien, ça fait perdre de l'énergie. Donc il faut vraiment avoir une intelligence de son temps de travail chez soi. Et puis bien écouter en cours, clairement ça aide. Participer, écouter, limiter les bavardages, même s'il y a certains cours, c'est dur parce qu'ils sont longs. Mais vraiment c'est... Ces 3 choses-là, écoute active, participation et organisation du temps de travail, c'est les 3 choses qui sont primordiales pour réussir cette formation. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS.